Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette série de 2 vidéos dans lesquelles nous allons parler du système d'équations différentielles de Lotka-Volterra, qui est aussi appelé les équations de prédation de Lotka-Volterra. Le nom peut faire peur, mais nous allons voir qu'au contraire, c'est très simple et très éclairant sur notre monde. Alors commençons sans plus tarder avec un peu d'histoire. Entre 1914 et 1918, le biologiste italien Umberto d'Ancona décide de s'intéresser à l'impact de la guerre sur la pêche à la sardine. Lors de ses prélèvements en 1914, il constate que 88% des animaux capturés étaient des sardines, quand 12% étaient des prédateurs de la sardine. En 1918, notre cher biologiste réitère ses prélèvements. Il s'attend à ce que la proportion de sardines ait augmenté durant cette guerre, car elle était moins pêchée. Mais il observa l'inverse. En 1918, 64% des prises étaient des sardines, contre 36% pour les prédateurs. Après quelques années de pêche, la proportion de sardines prédateurs était revenue au taux de 1914. Ce résultat étonnant sera expliqué indépendamment par Vito Volterra, un mathématicien italien en 1925, et Alfred James Lotka en 1926. En fait, en arrêtant de pêcher la sardine, les prédateurs avaient plus à manger et purent donc se reproduire d'une manière plus importante, augmentant ainsi leur nombre et faisant aussi baisser celui des sardines. Lorsque la pêche a repris, le nombre de sardines disponibles pour les prédateurs a baissé, pouvant moins se reproduire, le nombre de prédateurs a diminué. Cette idée a été retranscrite en un couple d'équations différentielles que nous allons vous présenter maintenant. Ici, x point désigne la variation des proies en fonction du temps et y point désigne la variation des prédateurs en fonction du temps. Bêta désigne la vitesse à laquelle les proies se font manger par les prédateurs, et alpha est leur taux de reproduction naturel. Autant noter directement que s'il n'y a pas de prédateurs, la population des proies croît exponentiellement. Delta, quant à lui, est le taux de reproduction des prédateurs quand ils ont à manger, et gamma désigne leur taux de mortalité naturel. Alors, il va de soi que les paramètres que nous avons présentés ici dépendent entièrement du couple de proies-prédateurs que nous avons considéré. Ça ne va pas être le même pour des sardines et des requins que pour des sols et des requins taureaux, par exemple. Ensuite, on voit ici que le modèle simplifie grandement la réalité. Aucune maladie ne peut atteindre une proie ou un prédateur. La nourriture dont disposent les proies est infinie. Et celles-ci ne peuvent mourir qu'en étant mangées. On oublie encore beaucoup d'autres paramètres naturels, comme l'impact du milieu sur les proies ou les prédateurs, les parasites, etc. Ces équations ont pour particularité de ne pouvoir être résolues que de manière numérique. Et c'est ce que nous allons faire grâce à Python et à la méthode de Runge-Kutta. Alors nous ferons un point sur les méthodes de résolution numérique d'équations différentielles dans une prochaine vidéo. Tout d'abord, si on rentre les valeurs définies précédemment au petit bonheur la chance, par exemple 1500 proies initiales, 500 prédateurs initiaux, un alpha qui vaut 3, bêta 2,5, delta 2,6 et gamma 2, on obtient le résultat suivant, avec les proies en vert et les prédateurs en rouge. Alors ces deux courbes sont assez intéressantes car elles nous apprennent deux choses. Premièrement, nous sommes vraiment, mais alors vraiment, de très mauvais dieux. Si l'axe des abscisses est gradué en années, notre écosystème est mort en 2 ans et demi. Mais plus important, le modèle de Lotka-Volterra prend en compte la possibilité d'extinction d'une ou de plusieurs espèces, et ça, c'est plus un point pour le réalisme. Allez, on s'y prend plus méticuleusement, et on va commencer par trouver les conditions d'équilibre du système. Des conditions pour lesquelles le système ne change pas dans le temps. Après calcul, on trouve que y doit en tout temps être égal à alpha sur bêta, et x doit tout le temps être égal à gamma sur delta. Alors, on va faire un nouvel essai maintenant, avec 63 initiales, 50 prédateurs initiaux, un alpha de 1, un bêta de 0.02, un gamma de 1.2, et un delta de 0,02. On voit ici que x est bien égal à gamma sur delta, et y est bien égal à alpha sur bêta. Et magie, la population de sardines et de prédateurs ne varie pas dans le temps. Donc, on voit bien les solutions d'équilibre. Maintenant, faisons légèrement varier ces valeurs pour modifier l'allure de nos fonctions sans avoir de résultats catastrophiques. Prenons 63 initiales, 50 prédateurs initiaux, alpha de 0,8, bêta de 0.02, delta de 1,55 et gamma de 0,02. On obtient le résultat suivant. On observe que les fonctions solutions de notre couple d'équations semblent périodiques, et de fait elles le sont, et que l'on peut différencier plusieurs grandes phases. Lorsque les prédateurs mangent les proies, ceux-ci augmentent et les proies diminuent. Lorsque les proies sont trop peu nombreuses, les prédateurs meurent de faim. Et lorsque les prédateurs sont peu nombreux, les proies sont moins mangées et augmentent rapidement. Mais lorsque les proies sont en grand nombre, les prédateurs augmentent rapidement, etc. Maintenant, on va s'intéresser à l'importance des paramètres alpha, bêta, delta et gamma sur l'allure de ces fonctions qui sont solutions.
Pour ce faire, on va modifier un à un les paramètres en gardant les autres constants. Commençons en posant alpha égale 1,5 contre 0,08. On observe que augmenter alpha augmente la fréquence des fonctions et modifie leur amplitude. Si on fait de même avec bêta, on pose bêta égale 0,01 contre 0,02, et on observe également ici que augmenter bêta augmente la fréquence des fonctions et modifie leur amplitude. Si maintenant nous changeons gamma en posant gamma égale 2 contre gamma égale 1,5, on obtient des fonctions encore différentes par leur amplitude d'oscillation et par leur fréquence d'oscillation. Enfin, si nous faisons varier le taux de reproduction des prédateurs, on constate que les prédateurs se mettent à croître extrêmement vite et extrêmement loin. Leur nombre va même dépasser les 210 avant de rejeter brutalement parce qu'ils ont mangé toute leur proie. Ainsi, les paramètres alpha, bêta, gamma et delta font énormément varier l'allure des fonctions de solution au cours de l'équation. Ils sont d'une grande importance donc dans notre écosystème. De plus, les solutions que vous pouvez voir ici sont pérennes dans le temps car périodiques. Que l'on s'intéresse à une échelle de temps entre 0 et 30 ans, entre 1000 et 2000 ans ou entre 0 et 10 000 ans, nous obtiendrons avec les mêmes paramètres le même schéma qui se répétera encore et encore. Ainsi, le modèle Lotka-Volterra nous montre que dans la nature, certes simplifiée, une situation peut être stable dans le temps sans pour autant avoir ses variables constantes. De plus, nous avons vu que la petite modification de seulement un des paramètres entraîne de grandes répercussions sur les populations étudiées. Cependant, Lotka-Volterra n'est pas utile qu'en biologie. Les applications de ces modèles sont multiples. Cycle du sommeil, population de lynx et de lièvres, économie, et j'en passe. Cela nous apprend également que si nous ne consommons pas nos ressources avec parcimonie, celles-ci peuvent disparaître à jamais avant que nous ne disparaissions à notre tour à cause de leur manque. Très bien, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé le modèle de Lotka-Volterra intéressant. Dans la deuxième partie, nous donnerons une extension spatiale au modèle. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à plus tard. Ciao!